Bienvenue à cette dernière rencontre avec les presses de l'EMSIB avant l'été. Une rencontre que nous attendions depuis longtemps avec Catherine Jackson sur le thème de la découverte et de l'appropriation des arts numériques par notre public avec la publication de la boîte à outils 49, valoriser les arts numériques en bibliothèque sous la direction de Julien Delaunay, responsable numérique médiathèque de l'Aigle et Rose, que nous sommes heureux d'accueillir enfin. Bonjour et merci de vous être libérés. Vous êtes accompagné des deux autres contributeurs, Nathalie Cacla, chargée de développement des cultures numériques à Créteil, et d'Alexandre Simonet, chef de projet de prospective et de médiation autour des arts et cultures numériques, responsable du Labo Cube, bibliothèque Carré-L'Art. Du Labo Cube. Non. Du Labo Cube. Carré-L'Art, Jean Bousquet, à Nîmes. Merci de vous être déplacé jusqu'à nous. Et cette rencontre sera modérée par Véronique Portenac, rédactrice adjointe du BBF, direction de la valorisation, à qui je laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet après avoir remercié la bibliothèque Buffon et Marie-Caroline Bretillot de son accueil. Donc on va évoquer différents aspects, on n'épuisera pas le sujet. Je vous propose que ce soit un échange assez libre. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des interventions, des commentaires à faire dans la salle. On va faire un truc très interactif et puis il y aura un temps d'échange plus spécifiquement à la fin. Donc je vais tout de suite donner la parole à Julien, puis à nos deux autres invités, pour présenter peut-être tout d'abord l'objet du livre, comment est né le projet de ce livre. Racontez-nous l'histoire du livre, l'aventure. Donc, c'est lié à mon parcours également. Moi, de formation, je suis animateur socioculturel, je travaille en service jeunesse. Et assez vite, je me suis intéressé à la question de la place des outils numériques, et notamment du jeu vidéo. Et ce qui m'a assez intéressé, parce que j'ai pas mal travaillé avec des ados auparavant, c'était aussi cette question de l'expression. Et comment finalement le jeu vidéo permettait de renouveler des formes d'expression, permettait d'expérimenter. Et il y a toujours eu un côté expérimental dans le jeu vidéo qui est assez intéressant. Et c'est quoi, 2006, 2007, c'est le moment où on voit un peu l'essor du jeu vidéo indépendant, et dans le même temps, on voit apparaître également l'essor des Fab Labs. Et là, du coup, il y a un lien qui se fait parce qu'on voit des outils qui sont plus faciles d'accès, on voit des outils qui permettent finalement plus facilement de mettre la main à la pâte, et puis la possibilité finalement de commencer à croiser un petit peu ces univers-là. Et donc pour moi, c'était vraiment une continuité. Et à partir de là, commencer à essayer finalement de dépasser un peu la question purement technique liée au Fab Lab en bibliothèque, pour commencer à s'interroger sur la part de création que tous ces outils rendent possible. Et c'est vraiment là le cœur du bouquin, c'est-à-dire c'est doit être comment finalement on va arriver à repenser la dimension culturelle du numérique qu'on va proposer au sein de nos établissements. Et à partir de là, forcément, on s'oriente vers la question de l'art, vers la question de l'expression. Et puis, c'est finalement comment est-ce qu'on va s'inscrire dans la continuité de toutes nos actions qu'on mène déjà autour de l'éducation artistique et culturelle. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est construit. Le fil conducteur. Donc je vais donner maintenant la parole à nos deux autres invités pour leur demander comment vous avez finalement vécu cette expérience de passer de la pratique finalement à la réflexion qui est venue alimenter cet ouvrage avec cette dimension particulière, hein, c'est que vous avez réalisé ce livre tous ensemble dans une collaboration à distance, puisque c'était pendant la pandémie. Peut-être que vous aurez envie aussi d'en dire un mot, parce que ça donne évidemment un contexte particulier à ce travail collaboratif. On va commencer avec Nathalie. Merci. Oui, effectivement, sur l'invitation de Julien,
et de pouvoir passer d'une pratique de projet à une réflexion, en fait, à ce regard en fait, porté sur ce qui a été fait et ce qui est en train de se faire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qu'on devrait tous pouvoir faire, se tenir ce journal de bord un peu de la méthodologie de projet et de garder les traces aussi de l'ensemble des étapes. Donc ça, c'est quelque chose qui a été particulièrement riche en tout cas. Et puis ce travail à distance, alors parler de l'art numérique et le vivre en fait en écrivant un ouvrage et de pouvoir interviewer les artistes, de pouvoir du coup les expérimenter aussi du coup en ligne avec les outils, ça a fait partie de l'expérience de cet ouvrage et de la rédaction qui était à la fois hybride, puisque on avait des visios, des temps de... Merci. Donc, ah oui, là, il y avait des visios, des échanges téléphoniques, des allers-retours rédactionnels. Voilà, et de pouvoir, dans ce moment de confinement très particulier, c'était le premier en plus, du coup de réfléchir à ce que c'est que finalement les arts numériques étaient particulièrement riches. Alexandre, qui a eu une longue expérience, on peut le dire, également dans ce domaine, comment un mot sur cette participation libre, sur ce contexte à distance? Justement, c'est donc sous l'appel de Julien, qui finalement, alors c'est un article qu'on a écrit à quatre mains, avec ma collègue Caroline Véry-Mathieu, en fait, qui est responsable du pôle de développement numérique. Du coup, moi j'ai abordé un peu les aspects historiques, puisque le développement et l'accueil, on va dire, des artistes numériques en bibliothèque a commencé dès 2003, au sein du programme des espaces culturels multimédia. Donc ça, c'était vraiment une première approche qui a beaucoup compté. Et ensuite, Caroline, elle a travaillé davantage sur l'intégration du Labo Carré au sein du pôle de développement numérique. Donc elle a expliqué finalement comment on est passé d'une approche un peu pionnière à une approche un peu plus structurée. Oui, Oui, deux, trois mots. Déjà aussi, ce qui était important pour moi dans cet ouvrage-là, c'est que les gens, et Nathalie, Alexandre en font partie, mais c'est des gens que je suis depuis que j'ai commencé dans le monde des bibliothèques. Et donc il était aussi important pour moi de renvoyer un peu l'ascenseur, parce que tout ce travail de veille, de réflexion, etc., il a été aussi possible parce que il y avait des gens comme Alexandre et Nathalie qui étaient présents depuis très longtemps, et c'est bien de le rappeler, le label ECM. Donc il y avait aussi une continuité aussi qui était importante de tracer, et par rapport à ce sujet-là, de ne pas considérer que c'est quelque chose de complètement nouveau en fait. C'est quelque chose, ça fait déjà une petite vingtaine d'années qu'il y a des expositions d'artistes numériques en bibliothèque. Je pense à Nicolas Claus aux Ulysses, c'est 2002, voilà, déjà. Donc déjà, il y a pas mal de choses qui se font là. Et puis après, pour revenir sur la question du confinement, mais c'était finalement c'était une période, j'ai presque dit idéale, mais ce serait malheureux, mais dans la mesure où en fait ça a permis vraiment cette prise de distance, ce recul, et puis de pouvoir échanger et se nourrir un petit peu avec tous les auteurs, imaginer des sommaires, discuter avec les contributeurs et se rendre compte que maintenant en fait il y a d'autres voies possibles, se nourrir un petit peu de tout ça et construire au fur et à mesure le sommaire auquel on est arrivé, et qui est extrêmement différent de ce à quoi j'avais pensé initialement. Donc, pour ça c'était une belle aventure effectivement. Alors, je vais vous proposer d'entrer dans le vif du sujet. On va un peu dresser de manière un peu plus concrète maintenant le paysage. Je vais vous proposer de nous expliquer les uns les autres bien quelle action vous menez depuis certaines de nombreuses années, pour tous, je crois, tous les trois,
de nombreuses années autour du numérique et plus spécifiquement des arts numériques. On va commencer par Alexandre, si vous voulez bien, au labo Carreda à Nîmes. Voilà, donc le labo Carré en tant que tel, en fait, est une entité qui est installée au sein de la médiathèque de Carré-d'Art, et qui travaille aussi avec deux bibliothèques de quartier et une antenne située à l'hôpital de Nîmes, avec un médiabus qui est aussi là. Et avant d'arriver à ce labo Carré, en fait, on a mis en place une programmation d'art numérique qui repose essentiellement sur des résidences, des ateliers. Et petit à petit, on a tissé en fait une relation assez privilégiée avec ces artistes au sein des médiathèques, et toujours en essayant de servir, on va dire, le projet global qui est celui de la lecture publique. Et donc on a essayé finalement à travers leur pratique, de les détourner pour en faire des outils de médiation culturelle. Donc il y avait une espèce de première volonté d'acculturer, on va dire, les publics, mais aussi le personnel, à ces nouvelles formes de création, les accueillir en médiathèque pour ensuite en faire finalement quelque part une sorte de recherche et développement du pauvre, j'ai envie de dire. En tout cas, quelque chose de ce style-là. Donc on a invité des artistes, on parlait de Nicolas Klaus. Un des tout premiers que nous on a invité, ça a été Guy Kaiser, qui faisait des autoportraits collectifs en fait sur les territoires. Et avec lui, on a créé un premier genre de documentaire qui a failli être primé meilleure œuvre numérique de l'année en 2006 et qui a posé, on va dire, un nouveau format qui est le web documentaire. C'était intéressant pour nous parce que ça nous donne accès en fait à une forme de narration qui ensuite sera beaucoup reprise, on va dire, dans le domaine de l'information et de la création. Et du coup, ça nous a permis d'inviter un artiste, de le mettre en phase avec une situation de terrain, donc le réaménagement urbain d'un quartier de la ville de Nîmes, quoi. Et avec les habitants, on a créé cette nouvelle forme de documentaire qu'on a ensuite présenté dans un quartier, à l'occasion d'un repas de quartier. Et c'était une œuvre interactive, donc, sur laquelle en fait le public qui est venu au repas de quartier pouvait naviguer dans l'interface et construire par leur parcours, on va dire, un témoignage internet, audio, accessible sur la place du quartier, quoi. Donc c'est cette idée de pouvoir finalement, à partir de ça, découvrir des nouvelles façons de produire, des formats qui sont ce qu'on appelle aussi aujourd'hui des formats participatifs ou interactifs, et de pouvoir ensuite les réinvestir physiquement sous la forme d'exposition. En fait, il y a toujours ce schéma qu'on essaye de mettre en place. Alors, il y a une dimension sur laquelle je vous proposerais peut-être d'approfondir le discours, hein. C'est la découverte, c'est la notion de découverte, vous l'avez bien dit, découverte pour le grand public, découverte de nouvelles formes d'expression artistique. Vous expliquez bien comment vous avez été pionnier dans ce domaine du web documentaire. Et puis découverte aussi au sein d'une équipe, peut-être au sein d'un établissement, parce que finalement l'acculturation elle est nécessaire aussi, je trouve, au niveau des professionnels. Alors ça, peut-être que vous pourrez nous en dire un mot. On va continuer le tour de table, la présentation de vos différentes activités, missions pour notre public. C'est un peu facile ensuite peut-être de creuser ces notions un petit peu plus. Nathalie, racontez-nous. Alors, c'est vrai que c'est une préoccupation depuis, comme l'a rappelé Julien, la création des espaces publics numériques.
puisque moi j'avais démarré au ministère de la Culture, de la Jeunesse, pardon, sur les points cibles, qui est un réseau d'espaces publics numériques. Et dans ce cadre-là, il y avait déjà un objectif qui était développer la création chez les jeunes avec les outils numériques. Et au départ, c'était une démarche plutôt centrée quand même outils, on va dire. Et petit à petit, l'idée de faire intervenir des artistes, du coup, a permis de creuser, d'enrichir, de décaler le regard aussi sur ces nouvelles formes d'expression. Et la question centrale, je dirais, c'est comment intégrer une touche de culture ou d'art numérique dans des projets qui peuvent parfois en être éloignés. Ça aussi, c'est une question intéressante, puisque c'est aussi apporter, avec ces nouvelles formes d'expression, une créativité qui ouvre des champs qui étaient jusque-là un petit peu réservés à des initiés. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui a été intéressant, en tout cas pour moi, à élaborer tout au long de ma trajectoire. Et avec les projets qui sont dans l'ouvrage, notamment la création d'un laboratoire itinérant intitulé la Malapixel au conseil départemental du Val-de-Marne, un outil vraiment dédié aux médiathèques pour faire découvrir des machines-outils, mais créées par des artistes. Et c'est là toute la différence, c'est-à-dire comment, tu l'as rappelé Alexandre, comment on détourne en fait des objets pour en faire des objets de médiation culturelle, et comment on peut du coup avoir cette rencontre avec l'art numérique. Une rencontre sensible, parce que au départ, on imagine que l'art numérique, c'est quelque chose de froid, qui n'est pas du tout, il faut un mode d'emploi, il faut du coup, c'est quelque chose qui est loin de nos préoccupations. Enfin, en tout cas, ça, c'est le grand public qui nous faisait souvent ce retour-là. Et puis, on se rend compte qu'avec certaines œuvres, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus une approche intuitive, on a cette notion de découverte. Les pixels deviennent tout de suite beaucoup plus sympathiques. Et c'est aussi un dialogue qui peut s'installer du coup avec son écran ou avec l'objet connecté, quel qu'il soit, et avec la matérialité aussi qu'il renvoie parfois. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et comment on parle de l'art numérique? Parce que quand on veut apporter une dimension culturelle dans ces projets, culturels avec l'objet numérique, on a plusieurs étapes. Il y a l'information sur le web culturel, où là c'est vraiment une première approche. Il y a ensuite passer à la dimension art numérique, et là on est déjà dans quelque chose de plus pointu, plus spécifique, mais qu'on va rendre accessible avec des œuvres, justement, le travail de Nicolas Claus a été une de mes premières découvertes en fait artistiques en 1996, hein, quelque chose comme ça. Ouais, 1900, ouais, quelques. Voilà, ouais. Et Flying Puppet. Oui, et Flying Puppet qui a été le premier en fait de ces sites qui permettait d'avoir vraiment quand on montrait ces œuvres-là, il y avait des petites lumières dans les yeux des personnes, puisqu'il y avait quelque chose de magique, en fait, quelque chose de tout de suite compréhensible aussi. Et ce sont en fait des objets comme ça qui permettent une compréhension directe, à la fois artistique, mais aussi d'aller chercher comment l'objet a été créé. Et du coup d'aller derrière les coulisses d'un site internet ou d'un objet quel qu'il soit. On montrera des exemples tout à l'heure, mais ça fait partie aussi de cette dimension de compréhension de c'est quoi aujourd'hui l'art numérique. On parlait pas, quand on ne parlera plus d'art numérique, c'est une filiation directe, c'est de l'art en fait. C'est pas poser la question avec un stylo ou avec un pinceau.
Aujourd'hui, on utilise les palettes graphiques, on utilise des logiciels voilà, algorithmiques. C'est la même chose, en fait, c'est de l'art au sens général. C'est une filiation d'histoire de l'art. Oui, c'est aussi un peu les arts de la société, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas forcément artiste en fait, pour pouvoir justement s'essayer à ces nouvelles formes de création. Ensuite, il y a aussi finalement quelque part les artistes aussi qui ont envie d'intégrer cette dimension-là dans leur travail, dans leur pratique. Eux aussi, ils ont un cheminement à faire pour intégrer en fait, ces nouvelles formes de création. Donc, c'est assez vaste, le champ est assez vaste. Et ensuite, il y a vraiment les artistes qui, numériques, qui, intègrent pleinement, j'ai envie de dire, presque naturellement, notamment par le code, ces espaces-là. Et nous, si on les accueille en bibliothèque, c'est quand même qu'ils choisissent aussi d'avoir un rapport avec le public. Donc, c'est quand même le premier objectif qu'on va essayer de travailler en commun. Julien, qui avait aussi du recul maintenant sur cette pratique. Oui, juste 2-3 petites choses, parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce que tu viens d'énoncer. Déjà, juste sur le projet Malapixel du département, parce que moi je l'ai vécu en tant que bénéficiaire au sein du département du Val-de-Marne, mais c'était très intéressant parce que tout ce qu'on voyait autour, porté par d'autres bibliothèques départementales et même d'autres bibliothèques, c'était des espaces Fab Lab extrêmement techniques. Mais du coup, dans lesquels finalement la dimension culturelle était assez absente. Et, bon, je pense un peu trait, mais juste imprimer des têtes de Yoda et l'imprimante 3D, c'est pas une fin en soi et c'est pas ce qui est le plus intéressant. Et là, ce qui est le chouette, c'est que tu nous permettais d'avoir accès directement aux artistes et tu permets cette acculturation du coup auprès des collègues bibliothécaires de découvrir de nouveaux artistes et de se rendre compte qu'il était possible de les accueillir aussi. Parce que dès qu'on touche à l'art, et là plus particulièrement l'art contemporain, on a tout de suite le côté énorme installation, assez inaccessible, et qui est assez en dehors de nos champs, malheureusement. Alors qu'on en parlait déjà il y a plus de 20 ans, et c'est important de donner la place aussi à la création contemporaine en bibliothèque. Donc déjà, il y avait ça. Il y avait aussi la possibilité qui est offerte d'accéder non seulement aux œuvres, mais aux artistes eux-mêmes. Et donc tous ces temps de rencontres, d'échanges, etc., qui étaient vraiment très importants. Donc ouais, c'était là-dessus. Et ensuite, après, sur la question des objectifs, je veux dire, accueillir, tu parlais de compréhension, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'inclusion numérique, bien au contraire. Tout ça, ça va nous permettre justement de jouer sur des notions d'inclusion numérique, d'accompagnement des publics, de littératie numérique, d'éducation aux médias, d'éducation artistique. Donc en fait, quand on commence à regarder un petit peu plus en détail, et quand on commence à regarder un peu comment ces œuvres sont produites, le discours qui peut être porté, en fait, on se rend compte qu'on coche absolument toutes les cases de l'émission des bibliothèques autour de la question et la stratégie numérique que doit avoir l'établissement de lecture publique aujourd'hui. C'est pas une option, c'est pas quelque chose qui a à mettre potentiellement de côté, mais ça doit être à chaque fois une dimension de la stratégie de l'établissement qui doit être portée par la direction. C'est pas juste un médiateur numérique dans son coin qui doit s'occuper de ça. Là, ce qui s'est passé en fait avec des profils comme le mien, comme celui d'Alexandre, etc., c'est qu'effectivement on avait une appétence au début, on avait une forte appétence là-dessus, un intérêt, une curiosité pour ça, et on a commencé à bricoler dans notre coin. Et puis en fait, avec le temps, on évolue un petit peu, on arrive malgré tout, chemin faisant, à convaincre quelques autres collègues, et on arrive, par la force des choses, à porter ces sujets-là au sein des directions des établissements dans lesquels on travaille. Donc voilà, mais tout ça s'est fait effectivement progressivement. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, on parlait des ECM, mais ce qui avait de très frappant, et je le dis, c'est directement dans l'intro du bouquin, mais Jean-Christophe Théobald, qui à l'époque s'occupait du label, pointait déjà dès 2002 la difficulté pour les établissements de lecture publique
à proposer des ateliers de création autour des arts numériques. Et en fait, déjà à cette époque-là, tous ces espaces-là opéraient un glissement de fonction autour des questions d'inclusion numérique. Alors, c'est pas que ce soit pas légitime, c'est légitime d'accompagner nos publics sur des démarches administratives, sur le volet social, etc. Mais en fait, la demande était telle que finalement, on se retrouvait, nous, à devoir répondre à cette demande, et du coup, à opérer un glissement de fonction, et du coup, la dimension culturelle du numérique avait tendance, forcément, à s'effacer devant l'urgence, finalement, sociale de l'usage des questions numériques. Voilà. Et du coup, justement, quand on a invité en fait ces artistes numériques qui étaient porteurs d'une singularité par les discours critiques qu'ils pouvaient porter, par leur pratique aussi du numérique qui est ultra large. Hein, ça peut être aussi bien des gens qui travaillent dans la musique, dans la danse, dans le cinéma. Donc l'idée c'était d'essayer de couvrir un peu tous ces champs-là, de les ramener donc, au projet global de la bibliothèque, de sensibiliser les publics, de les inscrire dans une démarche du processus créatif par les ateliers, par les résidences, par les rencontres, et puis ensuite d'essayer de voir comment pérenniser, on va dire, ces pratiques-là, parce qu'une fois que l'artiste repart, il repart avec tout, quoi. Donc c'est là où on s'est dit, il faut qu'on arrive, nous, à développer une stratégie de développement de ressources en interne pour pouvoir justement faire perdurer ces usages qui ont été découverts et qui peuvent être ensuite réinvestis auprès du public et réinvestis auprès du personnel. Je pense que ça, c'était vraiment le point de départ quand je dis s'appuyer sur la compétence des artistes numériques pour inventer des outils de médiation culturelle. Ça part de là, quoi. Et concrètement, comment vous avez fait? Alors justement, on voit bien que c'est un enjeu très important. Hein, vous dites bien que ça intègre le projet d'établissement de manière globale, que ce ne soit pas, Julien, vous disiez, réservé à quelques professionnels qui ont une appétence, une compétence particulière, mais vraiment l'intégrer dans l'ensemble du travail d'une équipe et des bibliothèques. Alors, concrètement, comment on arrive à ça? Oui, c'est tout le sujet. Mais enfin, souvent on dit qu'un projet de médiation numérique en bibliothèque, on est parti pour 3 ans, grosso modo. Parce qu'effectivement, il y a tout cet enjeu d'accompagnement des collègues, et puis c'est surtout en fait arriver à identifier finalement aussi les besoins, les attentes, mais également les craintes des collègues vis-à-vis de la création numérique et vis-à-vis de l'intégration du numérique dans leur pratique professionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé à Choisy-le-Roi avec mon ancien responsable Raphaël Gilbert, et on s'est vraiment posé cette question-là, comment est-ce qu'on va articuler les dimensions du numérique pour que ça touche tous les secteurs finalement des bibliothèques. Et la stratégie qui avait été retenue, c'était de travailler par groupe de travail transversaux et faire en sorte que finalement, l'expression qu'elle utilisait me concernant, elle me disait « tu dois faire le sachet de thé ». Ton boulot, c'est d'infuser au sein de l'équipe. Et donc pour ça, en fait, au sein d'un groupe de travail, on avait à la fois des gens du secteur jeunesse qui étaient en charge des acquisitions jeunesse, d'autres collègues qui étaient en charge du circuit du document. Et l'idée, c'était qu'ensuite, on change régulièrement la composition de ces groupes de manière à acculturer et à accompagner. Et ensuite, pour moi, et j'avais 2 collègues plus fléchés sur la question du numérique, ces mêmes collègues avaient participé à d'autres groupes de travail dans lesquels ils allaient aussi infuser une dimension du numérique, par exemple la programmation culturelle, par exemple de la jeunesse également. Et ensuite, notre travail, c'était à chaque fois d'essayer d'identifier les actions menées par les collègues, et à chaque fois, essayer de voir comment est-ce qu'on allait pouvoir se glisser au sein de cette action-là, comment est-ce qu'on allait pouvoir rajouter une dimension numérique, sans que pour autant celle-ci ne remette en cause tout l'atelier. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'idée, c'était que l'atelier tel quel, sans dimension numérique, devait continuer à exister, et devait continuer à fonctionner malgré tout. Et en fait, on allait rajouter une dimension numérique qui allait valoriser, qui allait rajouter un autre regard, une autre approche,
mais il fallait que le tout fonctionne. L'idée, c'était de rassurer, d'accompagner, et ensuite, après, petit à petit, à partir de là, s'appuyant sur des expériences réussies, modestes, et c'est l'approche des petits pas, et bien à ce moment-là, pouvoir commencer à capitaliser et construire d'autres choses. Ça veut pas dire qu'on a réussi à chaque fois, parfois c'est compliqué, voilà, forcément. Mais c'est cette approche-là qui a permis, après, effectivement, d'avoir une vision du numérique plus partagée au sein de l'équipe. Vous l'avez senti, cette acculturation après chez vos collègues? Oui, à travers des choses assez simples. Par exemple, la chose vivante, vous pouvez toujours le constater, mais on a un blog qui s'appelle, ils ont un blog qui s'appelle Ciné Grassmat, qui relevait de ce travail d'acculturation-là. Des choses assez bêtes finalement, comme la question du choix des applications à mettre dans les espaces jeunesse, où ce sont les collèges jeunesse qui sont chargés très très tôt et qu'on a juste accompagné sur le volet technique, mais il fallait surtout qu'au niveau du contenu, sur la question de la qualité des histoires de la narration, ce soit vraiment porté par les collègues, et puis ensuite après la dimension plus créative à travers des ateliers, et comment est-ce qu'on allait effectivement alimenter tout ça. Alors je reviens juste un instant à ce que vous disiez, Alexandre, vous parliez d'élaboration de ressources en interne. Là aussi, est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire un peu plus précisément ce que vous avez pu mettre en place? Alors peut-être deux projets, essayer de faire rapide. Le premier, qui a vraiment marqué la bibliothèque, je pense, aussi bien les équipes que l'encadrement, ça c'était aussi quelque chose d'important. Quel que soit aussi finalement le secteur, parce que on est entouré de secteurs qui vont devoir amener à travailler ensemble et avec une strate aussi à convaincre. Donc là c'est le projet qui a été mené avec Jean-Luc Lamarck, qui était un designer qui a inventé un outil, je sais pas, peut-être que vous vous en souvenez, qui s'appelait pianographique.net. Pianographique.net. Et qui est en fait, pour moi, c'est l'inventeur, on va dire, de la web application, entre guillemets, bien avant les grands groupes, on va dire, du numérique. Et en fait, à partir de son clavier, il était possible de créer des espèces de petits spectacles en ligne, on va dire, les touches du clavier étant assignées à des images et à du son. Donc c'est un moteur assez ludique, qui est accessible en ligne et qui a connu une heure de gloire puisqu'il est monté à plus de 30 000 connexions simultanées à l'époque. On est en 97, 98. Et donc en le rencontrant, je lui dis, il avait envie d'aller vers la littérature, vers les mots. Et je lui dis, écoute, on va essayer de détourner ton moteur. Est-ce que ça t'intéresserait de créer en fait un piano libre, c'est-à-dire un outil qui permette de créer des livres d'artistes en ligne. Voilà, il voulait venir vers la littérature et puis vers une forme de création qui mette en lien le texte et l'image. Eh bien, à la place de la musique, on a assigné du texte. Et on a gardé les éléments graphiques, et on a créé donc le Keybook. Et ce Keybook a duré, malheureusement, en fait, la première version a été juste livrée peut-être 2 ans avant qu'il ne décède. Et on a quand même continué après à essayer d'entretenir à la fois la mémoire de Jean-Luc et l'outil qu'il nous avait fabriqué, quoi. Et cet outil permettait d'être utilisé beaucoup en classe. Et c'est en fait les classes qui ont fait vivre l'outil en ligne pendant moins plus de 10 ans, quoi. Donc on avait un espace d'administration où on voyait tous les projets en train de se créer par les classes, par les enfants. Et donc, ils créaient leur propre livre d'artistes en ligne qu'on pouvait ensuite imprimer. Donc, il y avait déjà cette intention
de notre part, quoi, de pouvoir essayer de couvrir l'ensemble de la production d'un livre à partir du réseau, quoi. Le livre d'artiste étant un des axes aussi qui a été mis en place à la bibliothèque de Carrière. Donc c'était pour montrer aussi qu'il était tout à fait possible à partir du numérique de pouvoir aussi faire le lien avec le livre d'artiste, voire même les incunables, puisqu'un an après il y a eu une exposition sur les incunables quand le livre faisait sa révolution. Et c'est Jean-Luc Lamarck qui a fait toute l'interface. Il a créé une espèce d'ADN en fait autour des incunables que la bibliothèque possédait. Il en a fait une installation à l'échelle 1. Est-ce que certaines de ces productions étaient intégrées dans les collections? Ou est-ce que c'est resté à l'état un peu de prototype? Ouais, c'est resté à l'état de prototype. Alors, c'est resté à l'état de prototype parce que, pourquoi? Parce que Jean-Luc Lamarck est décédé. Et je pense que si on avait continué, là, on aurait vraiment investi d'autres champs comme la médiation et l'écriture en réseau. Ça, c'était quelque chose qu'on était en train d'imaginer. C'était aussi, une fois que les livres sont faits, on les imprime, mais ensuite, on crée une bibliothèque à conversation vidéo. Donc une installation où les gens pouvaient éventuellement consulter des livres sur de la vidéoprojection, enfin sur des murs. Donc c'est d'essayer de couvrir l'ensemble on va dire, d'un dispositif de médiation, aussi bien accessible aux enfants, qu'aux adultes, qu'aux artistes. Nathalie, sur cette question de l'enjeu d'intégrer cette dimension des arts numériques dans l'ensemble d'un projet, d'une activité de bibliothèque qui a été servie donc, à une échelle départementale. Vous avez sûrement un recul intéressant. Comment vous analysez cette dimension, cet enjeu-là? Alors il faut aussi convaincre en interne, évidemment, les équipes, les décideurs, les élus. Les tutelles aussi. Les tutelles. Donc ça veut dire, en fait, plutôt que de parler d'art numérique, en fait, c'est leur faire vivre une expérience numérique. Et donc, on a organisé, par exemple, des tas d'activités avec les DG. Voilà, donc ça, c'était, donc les directeurs généraux étaient invités à participer à une œuvre numérique pour pouvoir expliquer au mieux ce que c'était aujourd'hui. Et puis, il y a aussi une dimension, tu en parlais Alexandre, ce sont les mots. C'est comment on parle des enjeux du numérique. Et ça nous a semblé extrêmement important. Il y a un jargon en fait, qui peut faire peur. Clairement, les techno-résistants, ils n'aiment pas trop les termes qu'on utilise dans ce secteur. Il y a beaucoup d'anglicisme, donc il faut aussi passer par une dimension, décrypter le vocabulaire du numérique et comment en fait on peut en faire un objet culturel. Comment avec les mots on arrive à parler du numérique sans forcément le numérique aussi. Et du coup, on a créé un journal qui s'appelle Bug. Je vous en ai amené des exemplaires qui permet du coup de parler des sujets du numérique. Donc il y a à peu près une thématique à chaque fois. Donc les mots MO mégaoctets. Qui nous permet du coup, je veux bien que tu l'ouvres Alexandre, voilà, pour montrer un petit peu le projet. Il y a, tu peux le retourner aussi, il y a le mot central, donc voilà, donc c'est quoi un pixel? Donc à chaque fois il y a une parole d'expert, ça peut être un sociologue, ça peut être un philosophe, qui va décrypter en fait un mot. Et puis on va pouvoir avoir aussi la sémantique, de travailler sur la partie philosophique, juridique, aussi d'une bibliographie pour les animateurs ou pour les personnes qui vont du coup traiter d'un sujet. Et donc ça nous semblait important d'utiliser un journal
comme objet de médiation, de débat, en fait, n'importe où dans une. Donc, en fait, ça a été fait aussi avec des ateliers d'écriture dans les médiathèques, puisqu'on laissait, on ouvrait en fait la parole, l'expression sur un sujet, et on récupérait la substance moelle de ce qui avait été dit. Donc, il y a par exemple des titres d'articles qui sont la parole des usagers des médiathèques. Donc, par exemple, c'est « Je comprends rien à leur truc ». Ben voilà, ça fait partie d'un article. Je comprends rien à leur truc, c'est quoi exactement, c'est quoi ces pixels dont on nous parle, ces tweetos, c'est tous ces termes qui vont du coup là être expliqués et on va en parler. Et ça nous semblait important, même en interne, avec l'équipe, de pouvoir aborder ce vocabulaire. Donc on a créé un ensemble aussi de jeux, on a refait un tabou. Vous voyez le jeu où on ne peut pas prononcer 5 mots, et bien on a refait un tabou sur les arts numériques. Voilà, et ça faisait partie en séminaire, donc en accord avec les ressources humaines, de faire des petits temps comme ça de vulgarisation des cultures numériques, parce que ça sert à tout le monde, du coup ça fait partie de sa culture générale aujourd'hui. Voilà, c'est quoi les cultures numériques aujourd'hui? Ça fait partie d'un ensemble en fait de champs. Julien a évoqué le jeu vidéo, c'est aussi des artistes codeurs, programmeurs, mais c'est aussi en fait tous les champs des disciplines culturelles, les arts vivants, et le livre aussi, et les livres augmentés. Donc il y a vraiment toute une palette de culture, voilà, d'approches différentes. Oui, et puis je rajouterais juste, ça permet aussi de dépasser cette vision du simple outil. Donc souvent on entend oui, mais le numérique, ça doit rester qu'un outil. Et c'est trop limitant en fait. Et on voit bien en prenant une approche très culturelle que ça va bien au-delà. Et que du coup ça nous permet justement de commencer un sujet de débat, un sujet de discussion. Et puis aussi, tout ça, ça permet aussi d'avoir une approche critique. Enfin, on n'est pas technobéa. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que les artistes eux-mêmes et les artistes qui utilisent le numérique vont utiliser ça pour critiquer certains usages du numérique. Et donc, avoir aussi ces espaces-là, et puis il y a des gens qui critiquent le numérique à juste titre, et il ne s'agit pas de refouler le débat, et au contraire de l'intégrer et d'avoir un espace de discussion. Et parce que justement on va expérimenter le numérique autrement, parce qu'on va le pousser dans des limites, et bien du coup on va pouvoir construire aussi son regard critique autour des objets numériques. Alors, il y a une dimension dont vous venez de l'aborder finalement les uns et les autres, c'est de donner paradoxalement une certaine matérialité à ces arts numériques, que ce soit par les espaces qu'on leur laisse au sein d'un établissement. Alexandre, vous allez nous en parler, que ce soit par ce journal que vous nous avez montré, Nathalie, ou toute autre production. Alors, un petit peu, Alexandre, vous disiez que la requalification, la rénovation de la bibliothèque de l'art avait joué un rôle important dans cette visibilité. C'est ça, c'est-à-dire qu'entre cette période dont on vient de parler, où on a pris contact avec les artistes numériques, et la période actuelle, il y a eu un temps de latence, puisqu'on disait que le numérique était partout, que c'était un peu quelque chose de virtuel, donc que dans les bibliothèques, il ne fallait pas de lieu dédié justement aux arts numériques, et du coup on était un peu dans cette approche-là, et c'est la requalification avec la labellisation du BNR1 finalement qui nous a permis de matérialiser en fait toutes les expériences qu'on avait pu travailler et accumuler pendant 6 à 7 ans, avec la création donc au sein du pôle développement numérique qui est piloté par Caroline Berry-Mathieu, d'un studio de création numérique public, c'est-à-dire que là, du coup, les usagers de la bibliothèque, soit de simples lecteurs, ou des associations, ou des artistes, ou des institutions, peuvent venir et nous proposer un projet que l'on accompagne, en fait. Et du coup, on est plus visible de l'extérieur.
et plus lisible aussi de l'intérieur. Alors, quand je dis l'intérieur, c'est de la bibliothèque, parce que les collègues peuvent venir aussi découvrir des choses au labo carré, se former, et puis ensuite plus lisible par la collectivité, qui s'intéresse aussi à ce qu'on fait, à ce qu'on produit. Et donc, dans la partie justement matérialisation d'un livre, d'un récit, on a inventé un outil, alors je ne sais pas, peut-être qu'on le montrera à la fin, qui permet de raconter des histoires en s'appuyant sur une carte, qui s'appelle GeoProject, et qui permet justement à des publics sous la forme d'ateliers d'éditorialiser un projet à partir du moment où il veut valoriser une action sur un territoire. Donc l'idée, c'est de raconter, c'est de faire un récit cartographique et de pouvoir raconter une histoire en s'appuyant sur une carte. C'est sur ces cartes-là, on peut produire, publier du son, des textes, de la vidéo, tout en gardant la narration du WordPress qu'il y a derrière. En fait, si on clique sur les petits marqueurs, voilà, on a une petite histoire en fait qui se développe. Et donc le chapitre plus la carte plus le marqueur ensuite peuvent être imprimés par du code. Donc là on arrive dans une nouvelle approche en fait, où on n'a pas forcément besoin d'utiliser des outils de type Photoshop ou InDesign, mais on va imprimer directement à partir de son navigateur les livres qui ont été, les récits cartographiques qui ont été faits sur le web. Et ça donne ces petits carnets. Tiens, voilà. Donc ça c'est un travail, on peut y aller aussi dessus, ça s'appelle expoéveil.fr. On peut peut-être en haut, ouais, ou ouvrir un nouvel onglet peut-être. Voilà, expoéveil.fr. Et du coup, le récit, le petit livret que vous voyez là, c'est un récit qui a été publié grâce à l'intervention de deux designers, Julien Taquet et Agathe Weiss, dont la spécialité est d'imprimer à partir du navigateur. Donc ils ont maintenu une petite bibliothèque JavaScript. Et tous les petits récits que vous voyez sur les chapitres là-bas peuvent ensuite devenir, en fait, voilà, si on clique dessus, peuvent devenir un livret. Voilà, si vous cliquez dans les abîmes, donc là c'est la découverte des grottes. Donc c'est un projet qui a été porté par un jeune artiste de moi, qui s'appelle Lokman Bari, et qui s'appuie sur cet outil-là pour raconter en fait la vie d'un marcheur imaginaire. Et quand on clique sur les petits marcheurs que vous voyez là, eh bien, on a accès à l'histoire qu'on va ensuite retrouver sur ce livret-là. Donc c'est un outil qui nous permet vraiment de travailler en direction d'une variété de publics et dans des contextes éditoriaux très divers. C'est-à-dire, on intervient aussi bien auprès des écoles que d'associations de lecteurs qui ont envie d'utiliser cet outil-là pour raconter leur voyage sur un territoire donné, que d'artistes. Donc pour nous, c'est vraiment un outil important dans la conquête des publics en dehors de la bibliothèque, la mise en place aussi des partenaires, trouver des partenaires. Donc ça, c'est une matérialité, on va dire, humaine qui est aussi importante. Julien, sur cette question de la matérialité, que ce soit des espaces ou des productions elles-mêmes? Ouais. Oui, mais après, je rejoins Alexandre sur la question du besoin d'espace physique. Il y avait un très chouette article d'Hubert Guyot paru il y a quelques temps, mais il disait besoin d'hybride. Et en fait, le numérique a besoin de lieux aussi pour s'incarner. Et ce qui va être le plus passionnant, de toute façon, c'est quand on va croiser les approches. Et effectivement, du numérique pour du numérique,
Enfin, c'est ce que malheureusement on voit dans pas mal d'espaces avec des gens hyper spécialisés mais qui ne vont pas communiquer avec le reste de l'équipe. C'est des projets de geeks par des geeks pour des geeks. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est quand on va effectivement croiser des techniques d'expression, quand on va croiser des techniques d'art plastique avec des outils numériques. Et c'est parce qu'on va croiser ces approches-là qu'on va arriver sur quelque chose de plus surprenant, de plus innovant, et qui va nous permettre justement de briser les glaces avec le public, d'aller à la rencontre, etc. Là, typiquement, dans ce genre de projet, ce qui est intéressant, c'est tout le travail d'écriture qui est né, et qui aurait pu très bien être fait en dehors de cette plateforme, mais parce qu'on va ajouter une dimension numérique technique qui va permettre une autre lecture, mais c'est là où il y a un croisement qui se fait, et la magie opère, je dirais. Mais voilà, donc c'est ça qui va être chouette. Assez tôt, et je me rappelle l'une des premières fois que j'ai rencontré Nathalie, c'était quand je travaillais dans un point d'information jeunesse et que je faisais des ateliers robotiques. Et en fait, ce que j'aimais bien dans ces ateliers robotiques, c'était quand à la fois on faisait du numérique, mais on n'était pas toujours derrière des ordinateurs. Il y avait toujours des moments où on était autour de la table et on bricolait ensemble autour de la table avec les participants. Et donc du coup, on rajoutait une dimension très physique, très classique, et dans laquelle on allait rajouter à un moment donné un peu de numérique. Et c'est là où je me suis assez en porte-à-faux avec la place des Fab Labs finalement en bibliothèque, ou la place de ce qui s'appelle des espaces de création numérique en bibliothèque. En fait, ça devrait juste être des espaces de création qu'on a déjà depuis bien longtemps en bibliothèque. Et en fait, il faut juste rajouter le numérique quand c'est nécessaire. Il ne faut pas penser des espaces avec du numérique tout de suite, parce que sinon ça induit quelque chose et forcément on va faire que du numérique à un moment donné. C'est comme une caisse à outils avec juste un marteau. Au final, on tape sur tout en fait. Et là, l'idée, c'est si on a une table sans rien, sans ordinateur, et qu'on laisse la possibilité à un moment donné de s'emparer d'un outil quand c'est pertinent, et bien c'est ça qui va nous permettre de croiser les techniques, et puis surtout ça va nous permettre en interne aussi d'autoriser nos collègues qui sont peut-être un peu plus éloignés du numérique à venir aussi s'emparer de cet espace-là, et avoir un espace dans lequel finalement on va pouvoir croiser les approches. Si vous avez un Fab Lab, ne vont rentrer finalement dans cet espace-là que les collègues qui vont se sentir légitimes sur la question du numérique. Et ça, clairement, à choisi, on l'a vu de manière très prégnante, et c'était difficile du coup pour arriver à culturer, à faire rentrer les collègues. Là, à partir du moment où, tout bête, on a délocalisé un atelier, et bien là, du coup, quand bien on faisait la même chose, à partir du moment où l'atelier était délocalisé, il avait plus cette couleur-là, et ça se passe dans l'atelier numérique, donc c'est numérique, et bien du coup, tout de suite, ça se passait mieux, on arrivait à mieux croiser avec les agents. Donc il y a aussi des choses à penser à ce niveau-là. Peut-être justement, pour illustrer, on peut peut-être montrer la dadadicté. Donc là, ville de Créteil, voilà, j'ai mis la petite vidéo qui est juste là, voilà. Donc là, c'est un artiste qui s'appelle Julien Levesque et qui a développé un objet connecté. Et on intervient en fait dans les écoles. C'est aussi un objet qui fait partie de la malle à pixels du département du Val-de-Marne et qui permet aux bibliothèques d'être emprunté. Donc là, je crois que mieux que en images, ce sera encore mieux. Oui, normalement, il y a du son. Donc c'est un potager connecté. Au départ, il y avait des pétards, mais dans les salles de classe et en médiathèque, ça passait moins bien. Et donc c'est une interface, en attendant, c'est une interface, vous voyez, donc c'est une dictée à trous, et les enfants donc écoutent le mot et ils doivent bien l'écrire. Et ils envoient, une fois qu'ils ont écrit tous leurs mots, ils l'envoient et c'est génial parce qu'il y a la carotte qui saute en l'air une fois qu'ils ont tout bien écrit.
Donc ça incite, vous voyez, en fait, c'est un artiste qui a été contrarié par l'exercice dicté, qui a pris sa revanche et qui a remis au goût du jour cet exercice dans les programmes scolaires. Ça fonctionne très très bien. C'est les enfants du... Alors, vous voyez, il y a une interface qui permet aussi aux enseignants ou aux médiateurs de rentrer la dictée de leur choix. Et ce qui est super intéressant, nous on l'a vu avec les enfants, c'est qu'il y a une sorte de challenge, ils ont envie d'aller de plus en plus dans faire la dictée difficile, quoi. Parce qu'il y a un objectif de faire sauter sa carotte, quoi. Et là, c'est l'artiste qui est aussi contributeur de l'ouvrage. Tu as invité aussi Julien. Oui, ouais, c'était en intro de l'ouvrage, c'était la grosse question de comment définir la question de l'art numérique, qu'est-ce que l'art numérique, ou les arts numériques. Et donc avant de se lancer dans un espèce d'article dont on ne serait pas sorti, en fait, c'était le sujet trop compliqué. Donc du coup, effectivement, on a invité Julien, on a interviewé Julien, et ainsi que Julie Stephen Cheng, qui sont donc deux artistes qui sont à chaque fois à la croisée justement entre l'installation et Julie Stephen Cheng autour du livre, qui a beaucoup travaillé avec les éditions volumiques notamment, et pour nous raconter un petit peu quelles étaient leurs pratiques finalement du numérique et leur vision finalement des arts numériques. Et également pour compléter, on a également l'intervention de Dominique Houlon, qui est un enseignant-chercheur et qui nous refait un petit peu un historique de la place des arts numériques ces dernières années. Le premier critique sur l'art numérique. Ouais. Créteil, en fait, en mettant l'art numérique dans une malle à pixels, vous l'avez non seulement matérialisé, mais rendu itinérant également. Alors, ça, c'est peut-être intéressant à... Alors, ces deux projets itinérants, il y a la malle à pixels du département du Val-de-Marne, qui est vraiment là à destination des médiathèques, qui peuvent être des objets empruntés, avec la médiation artistique qui s'accompagne. Et puis, à Créteil, alors c'est un autre projet qui s'appelle le Deep Bike. Alors, D pour découverte, I pour initiation, P pour prototypage. Et donc là, c'est un petit tricycle. Cargo. Oui, voilà, un vélo cargo, exactement, qui parcourt les rues de la ville. Et il a des ateliers plein les roues, puisqu'il se déploie dans un centre social, il se déploie dans une médiathèque, il se déploie sur la place du marché. Et puis, il va montrer, en fait, c'est quoi une imprimante 3D, c'est quoi la culture scientifique et technique au final. Et il va voilà, être comme ça au service aussi des événements de la ville. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que lors des assises de la ville, eh bien, hop, on va sortir notre e-bike. Et puis, il a un capital sympathie très fort parce que, voilà, il a une petite vidéo, si vous voyez. Il a été financé aussi par la métropole du Grand Paris. Et il permet, voilà, souvent quand on le croise dans les rues, on a envie de faire une petite photo parce qu'on se dit c'est quoi cet objet itinérant. Il nous faudrait presque, vous voyez, comme pour les cirques, une petite musique. Et il permet du coup de déployer très facilement des malles, qui sont des caisses, qui ont été aussi créées par des designers et qui servent de stèle pour mettre par exemple l'imprimante 3D, la découpeuse vinyle, enfin toutes les machines-outils qui sont présentes dans les Fab Labs, mais qui là viennent à la rencontre en fait des habitants. Ça, c'est une dimension importante, d'aller à la rencontre. Des dimensions que vous avez évoquées les uns les autres, qui me semblent importantes, c'est celle de la transversalité et des partenariats également, que vous avez pu développer. Vous avez beaucoup parlé des artistes. Alors, est-ce que c'est facile de faire venir des artistes d'art numérique dans une bibliothèque, ou est-ce qu'il faut un petit peu convaincre au départ? Non, les artistes, non, ça va, mais après, là, encore une fois, on avait fait pas mal, on bénéficiait énormément de ton travail, Nathalie. Non, la difficulté, ça va plutôt être sur la question de la taille des installations, effectivement, qui parfois peut venir freiner nos ambitions, je dirais. Mais par contre, comme l'a rappelé Alexandre, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont souvent surpris en fait, d'être contactés par les bibliothèques. C'est pas encore quelque chose, montrer des lieux
dont ils ont l'habitude pour venir présenter leur travail et pas des lieux qu'ils identifient. Donc ça c'est intéressant. Et puis je reprends le cas de Julie Stephen Cheng. Ce qui est très intéressant avec elle, c'est qu'elle s'est tout de suite mise aussi à l'écoute des besoins de médiation des bibliothécaires. Et elle a fait plusieurs expos, notamment pour le Salon du livre jeunesse de Montreuil. Et du coup, là, c'est là où c'est super intéressant parce qu'elle a commencé aussi à développer une approche et une réflexion dans son travail d'artiste pour justement pouvoir être plus facilement exposée, pour réfléchir aussi, elle expliquait ça aussi, tout un travail de médiation avec les bibliothécaires pour savoir finalement quels étaient nos besoins, comment est-ce qu'on allait présenter des œuvres. Et donc du coup, il y a ce travail-là qui est super intéressant à faire en amont avec les artistes pour justement arriver ensuite à avoir des dispositifs qu'on puisse s'approprier et dont on puisse assurer la médiation par la suite. Il y a, juste pour compléter ce que tu dis, Julien, c'est vrai que ce sont des rencontres aussi de s'entourer de profils très hybrides aussi au final. C'est-à-dire qu'on voit bien dans le secteur des médiathèques, mais aussi des partenaires avec lesquels on travaille, c'est vraiment un mélange. Voilà, c'est des personnes qui viennent des fois de la communication, il y a personnes qui viennent du milieu technique, de l'histoire de l'art, enfin voilà. Et c'est comment en fait tout ce petit monde finalement travaille ensemble. Et c'est des rencontres assez improbables entre des artistes qui ont des projets fous de créer des instruments de musique à partir de papier. Ça va être des profils comme Julien qu'on s'est rencontrés qui utilisaient l'Arduino, des Raspberry Pi et d'autres microprocesseurs, et de se dire mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça en fait, et comment on l'apporte aussi au plus grand nombre. Oui, et juste encore une fois, je parle beaucoup de ce qui se passe au département de Danemark parce que j'y suis tous les jours, mais il existe énormément d'associations également dans toutes les régions qui vont faire ce travail-là. Je pense à Ping du côté de Nantes, je pense à Seconde Nature du côté d'Aix-en-Provence, qui font un travail remarquable justement de mise en relation à la fois entre les artistes, d'exposition, de valorisation, et qui ont vraiment bien compris l'importance de la médiation. Et sur leur site, vous allez non seulement pouvoir trouver bien évidemment les contacts des artistes, mais en plus énormément de ressources à disposition, d'idées d'ateliers, de réflexion sur la médiation de ces mêmes œuvres. Et par exemple, en Essonne, un peu plus proche de nous, là, vous avez l'association Siana à Évry, et qui fait un travail également de mise en relation avec les médiathèques, et qui insiste bien effectivement sur l'importance de l'appropriation par, comme vous savez, pour l'accueil de n'importe quel artiste, soit un auteur, un illustrateur, l'importance de ce travail en amont, en fait, à faire pour justement arriver à faire un accueil et une proposition de qualité envers le public. Du coup, effectivement, ces politiques de partenariat, nous on a pu les mettre en œuvre à travers un festival du jeu vidéo de la création numérique qu'on organise depuis maintenant presque plus de 10 ans. Et c'est une occasion justement de pouvoir construire avec l'ensemble des services de la bibliothèque, des secteurs de la bibliothèque, de construire une programmation en fonction d'une thématique chaque année renouvelée. Cette année, ce sera peut-on faire société autour du jeu vidéo. Et du coup, à chaque fois, on invite un artiste ou un collectif d'artistes pour venir un peu questionner la thématique, souvent sous la forme d'ateliers publics et souvent aussi sous la forme de résidence de création in situ. Et donc, justement, en décembre, il est prévu de faire un petit focus autour du travail d'Étienne Hunin, des éditions Volmic, et notamment à travers un dispositif de lecture à haute voix qu'il a inventé, qui permet justement à des enfants à apprendre à lire, en tout cas à découvrir la lecture. Et lorsqu'il prononce un mot, en fait, il y a une image qui apparaît sur l'écran de la tablette, et donc peut constituer
une espèce de petite narration en lien avec sa lecture. Donc il y a ce niveau, j'ai envie de dire, partenarial qu'on est en train de construire souvent aussi avec l'université, de design notamment, mais pas que, parce qu'il y a 2 masters et une licence avec qui on travaille. À la licence culture numérique, avec Lucille Hott, qui a mis en place un projet autour de la bibliothèque Web to Print. Ensuite, un autre master santé et design, en fait. Donc l'idée, c'est à chaque fois d'essayer, en fonction de la thématique qu'on développe, d'aller chercher des partenaires qui veulent bien travailler avec nous sur la mise en place de ce festival. Et d'aller chercher des financements aussi, pour les médiathèques, c'est important, c'est-à-dire de pouvoir aussi répondre à certains appels à projets sur les cultures numériques. Il y en a quand même un certain nombre qui permettent, nous, le deep bike, sans la métropole du Grand Paris, il n'aurait pas eu cette ampleur. La Malapixel, sans la DRAC, on n'aurait pas pu avoir cette collection et ces acquisitions aussi de possibles. Oui, juste pour revenir sur la question des partenariats également, est-ce qu'il y a, sans devenir nous-mêmes des spécialistes, même si on bidouille un petit peu, mais on est loin d'avoir aussi une formation très avancée dans ces domaines-là, mais à minima, essayer de se rendre compte de ce qu'il est possible de faire pour ensuite demander à des partenaires d'imaginer des dispositifs aussi avec nous. À Choisy-le-Roi, on a accueilli le Hackerspace, le TNP Lab, dans une des médiathèques, dans le sous-sol d'une des médiathèques du réseau. Et parce qu'en échange de cet accueil, de cet hébergement, du coup, on a pu travailler sur des ateliers, sur des outils de médiation. Et d'abord, dans un premier temps, c'était uniquement des conférences, etc. Et puis, au bout d'un moment, ce qu'on leur a demandé, c'est finalement de plus travailler sur des outils de médiation qui allaient nous être utiles. Et à partir de ce moment-là, c'est là où on commence à avoir une discussion très enrichissante, parce qu'on n'est pas uniquement dans l'accueil, mais on va être dans la co-construction de dispositifs innovants, intéressants, et puis ils vont nous apporter leurs compétences, mais également leur réflexion sur les usages du numérique, parce qu'en l'occurrence, le Hackerspace était très engagé sur la question de logiciels libres, donc c'est cette dimension militante très forte, qu'ils ont poussé également au sein de leur projet, donc c'était aussi important pour l'équipe, un peu éloignée de ces questions-là, de garder ça en tête et de donner une matérialité aussi. Et puis après, forcément arriver à faire vivre tout ça, et puis à partir de là, pouvoir commencer à imaginer d'autres projets. Est-ce que tout ça, ça change, ça contribue à changer l'image de la bibliothèque auprès du public, auprès de ses partenaires, auprès des élus, des tutelles? Est-ce que ça, c'est un enjeu qui vous semble important? Oui, ça me semble hyper important parce que ça justifie quelque part notre action aussi, hein, donc ça légitime ce pourquoi finalement on est là, hein, c'est-à-dire aller au contact des publics, participer aussi à la formation effectivement des élus quand c'est possible, on va dire, et puis intégrer aussi finalement l'artiste numérique comme un médiateur, voire comme un formateur. Ça m'est arrivé par exemple de faire 1 ou 2 fois des résidences de bibliothécaires, j'ai envie de dire. On avait fait avec Puce Muse, c'est un collectif dirigé par un artiste-compositeur en fait, Serge Lobier, qui permet en fait de peindre des sons. Voilà. Et à partir de manettes de jeux vidéo, il peut constituer comme ça un orchestre pour créer des symphonies musicales et visuelles. Quoi. Donc, ça nous semble important qu'il y ait une régularité aussi, qu'on puisse aussi travailler son réseau d'associations, d'acteurs, justement pour la présentation de Web to Print. On a fait une clôture d'exposition et on a eu la surprise quand même d'avoir entre 30 et 35 personnes un mercredi à 14h, alors qu'on est censé
pas avoir franchement grand monde peut-être à ce moment-là, on le ferait plutôt le soir. Mais apparemment, il y a quand même un engouement aussi pour ces nouvelles formes de création. Donc l'idée, c'est d'essayer d'animer un peu cet écosystème qu'on a patiemment constitué. Ça permet aussi d'avoir un nouveau public. Enfin, il y a plusieurs enjeux autour d'amener les arts numériques ou les cultures numériques soit auprès de politiques publiques, soit auprès d'institutions. C'est déjà donner une image, je dirais, qui nous préoccupe, nous, dans la territoriale. C'est aussi la transformation digitale de la fonction publique, parce que du coup, ça donne aussi une image innovante. Donc ça plaît bien aussi aux élus. Pas que, mais aussi, ça fait partie, c'est dans l'air du temps. Et puis aux jeunes, nous on l'a vu notamment à la médiathèque de Fontenay-sous-Bois, où les ados avaient un petit peu déserté certaines activités. Et on a, avec la direction des systèmes d'information de la ville, on a organisé en fait une journée autour de Minecraft. Et là, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, sans faire trop de publicité, tous les ados de la ville sont venus, on a dû refuser des entrées. Il y avait eu, de bouche à oreille, ils se sont passés le mot. Et on s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose en fait qu'il faut aussi qu'on saisisse, parce que c'est de donner des activités qui sont des appropriations culturelles des jeunes aujourd'hui, à la fois en termes d'usage créatif, d'usage, je dirais, mais aussi dans le cadre d'une insertion professionnelle. On le voit bien, c'est que de parler des nouveaux métiers auprès des jeunes lycéens, auprès des collégiens, en fait, il y a un intérêt aussi à les former sur les métiers de demain. Et ça fait partie aussi d'une réflexion, mais ce sont des enjeux de société. De toute façon, les questions du numérique, c'est une question politique. Et puis, en plus de tout ça, en fait, c'est encore une fois, c'est inscrire la bibliothèque dans son époque aussi, tout simplement. Enfin, il y avait une citation de Dominique Arnaud, un bibliothécaire qui parlait de l'art contemporain, et qui disait que c'est pas juste une mode, c'est pas rajouter un nouveau secteur, mais c'est ancrer la bibliothèque dans son temps. Et le bouquin autour des arts numériques, on est dans cette continuité-là, c'est-à-dire qu'il s'agit d'inscrire la bibliothèque dans son époque, et là on parle d'outils de création, on parle d'outils d'expression depuis le début, on parle de formes d'expression nouvelles. Il y a un article sur les nouvelles formes de narration que permet le numérique, etc. Et c'est réinterroger finalement tout ça. Ça veut pas dire qu'on balaye tout ce qui a été fait avant, mais au contraire, ça veut dire qu'on s'appuie sur ce qui a été fait avant pour le prolonger, pour continuer à travailler et montrer que c'est toujours des sujets qui sont d'actualité. D'ailleurs, en fait, pour avoir une meilleure intégration professionnelle, cette idée aussi d'inscrire dans le pôle de développement numérique nous permet finalement d'aborder aussi toutes les questions qui sont liées à la formation, à l'inclusion, qui sont liées aussi à l'éducation. Et ce festival de jeux vidéo, en fait, on le co-organise aussi au sein de ce pôle. Chacun ayant une tâche un peu précise, on va dire. On se charge par exemple du commissariat d'exposition. On essaie aussi de travailler sur les aspects un peu scénographiques. Et on va essayer d'associer un maximum les différents secteurs par des réunions un peu collectives qui sont pilotées aussi par Caroline Muret-Mathieu. Et du coup, ça permet chaque année d'avoir une meilleure reconnaissance, on va dire, du domaine sur lequel on explore finalement. Et à travers ça, finalement, on a aussi des bibliothécaires qui font des propositions hors cadre du festival et qui intègrent déjà ces dimensions création numérique
au art numérique et qui est programmé soit dans l'action culturelle, soit sous la forme d'atelier. Nous arrivons presque au terme de cette rencontre. Je vais vous proposer peut-être en forme de conclusion, qu'est-ce qui vous paraît important aujourd'hui pour aller plus loin, pour ancrer toujours plus ces arts numériques en bibliothèque? Peut-être un conseil pour les professionnels, aux collègues qui voudraient se lancer? Bien. Commencez petit, plantez-vous petit et recommencez. Et parce que c'est ça qui a marché. Mais après, c'est pour revenir sur cette stratégie, c'est-à-dire que à la fois, si vous êtes spécialiste ou responsable numérique dans votre établissement, allez à la rencontre de vos collègues, allez regarder comment ils travaillent, allez vous insérer dans leur pratique, etc. Et à l'inverse, si vous n'êtes pas sur cette thématique-là, mais allez voir les collègues du numérique et demandez-leur à ce qu'ils s'inscrivent dans vos actions. En fait. Et c'est cette articulation-là qui est importante à trouver et qu'il faut travailler. Et c'est comment est-ce qu'on va mélanger, encore une fois, c'est comment est-ce qu'on va hybrider des approches différentes. Et c'est ça qui va arriver à permettre de faire émerger de projets intéressants. En fait, la question, c'est comment on varie les modalités d'action. Et c'est là-dessus qu'il faut insister. Et puis après, plus de temps. Et pour ce qui me semblerait souhaitable, pour aller plus loin, plus ancrer mieux, Après, qu'est-ce qu'il reste à faire finalement? Après, ça va quand même beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, depuis ces 10 dernières années, puis on a des sujets comme la question des Fab Labs, la place du jeu vidéo, qui ont très bien émergé et qui font beaucoup moins de débat dans la profession qu'il y a encore quelques années. Maintenant, effectivement, la question, c'est de dépasser cette approche outil et essayer de s'interroger un peu plus sur le fond. Le Fab Lab, juste faire des démos d'imprimante 3D, juste découper des stickers, à un moment donné, on arrive assez vite à la limite, et puis finalement, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est quelle est la plus-value de le faire en bibliothèque finalement? Et elle est là la question. Si vous le faites en bibliothèque, c'est qu'à un moment donné, il doit y avoir un lien avec les missions de votre établissement et une réflexion par rapport aux autres services. Et c'est comment est-ce qu'on crée ce lien-là qui va être intéressant. Sinon, vous avez juste une structure finalement qui se trouve être un peu par hasard dans votre bibliothèque, mais si elle se trouvait au service jeunesse ou dans la maison de quartier, ça ne changerait rien. Donc c'est là où en fait, je pense qu'on se tire une balle dans le pied. Et c'est ce lien-là en fait qu'il faut travailler. C'est pareil pour le jeu vidéo. Si c'est très bien d'organiser des tournois, FIFA, Mario Kart, etc., j'ai absolument rien contre. J'en ai fait plein. Mais si on travaille le jeu vidéo uniquement de cette manière-là, encore une fois, quelle est la différence entre ce tournoi-là fait dans la bibliothèque et celui porté par le service jeunesse? Alors vous me direz, oui, mais c'est pour attirer un nouveau public. Oui, mais encore faut-il qu'ensuite, à un moment donné, il y ait une bascule qui soit faite pour les amener sur d'autres services, ce qui n'est pas toujours le cas. Et bien souvent, le simple fait d'avoir fait venir des ados dans la bibliothèque, c'est une fin en soi. Bon, en fait, il s'avère qu'on est sur un territoire, et que sur ce territoire, on a des professionnels qui s'occupent également de ce public-là et qui peuvent tout à fait le faire. Donc en fait, à chaque fois, c'est veiller à ce que ça ne devienne pas une source de glissement de fonction. C'est comme la question de l'inclusion numérique, en fait, la question de l'accompagnement des démarches administratives. C'est important que la bibliothèque puisse le faire, puisse le proposer, mais si à un moment donné, en fait, on le fait à la place d'un autre acteur qui est déjà présent sur le territoire, ou qu'on propose exactement la même chose sans qu'il y ait d'articulation, à quoi bon, en fait? Et est-ce que finalement, ce temps-là qu'on utilise pour faire ça, eh bien, on ne serait pas plus pertinent à mettre du temps pour faire un atelier d'éducation aux médias? En fait, bien souvent, on se rend compte que sur le territoire, il y a très peu d'acteurs qui travaillent sur ces questions-là. Et encore une fois, développer la dimension de l'éducation artistique et culturelle, dans laquelle, bien souvent, quand on regarde un peu les parcours qui sont proposés, à l'exception notable de la ville de Nîmes, mais d'autres, finalement, la dimension numérique est très peu présente. Et donc voilà, comment est-ce qu'on va alimenter ça? Et pour ça, il nous faut du temps. Et donc, du coup, il faut veiller aussi à ne pas non plus se faire râper par ces glissements de fonctions qui peuvent être un peu dangereux. Mais pour ça, du coup, il faut que ce soit porté effectivement par une direction d'établissement. Finalement, garder l'identité, la spécificité de la bibliothèque sur cette question des arts numériques. Ouais. Ça, c'est
c'est un enjeu. Et puis garder la spécificité de la bibliothèque, ça ne veut pas dire être bibliocentré et revenir sur le fameux cœur de métier, à savoir auprès du livre et uniquement ça. Non, ça veut dire aussi avoir une vision aussi de la bibliothèque comme lieu d'accès à la culture, à l'information, au savoir, aux technologies. C'est ça en fait. Et après, on a plein de moyens différents d'y arriver. Alexandre, Nathalie, qui commence? Nathalie. Oui, c'est s'autoriser aussi, je pense, parce que souvent on pense que c'est réservé, comme tu le disais Julien, aux médiateurs numériques. Mais la médiation numérique, c'est l'affaire de tous. Et je pense que s'autoriser à ce que chacun on devienne des passeurs de pixels, ça me semble vraiment un conseil dans le sens où un site ou un projet ou un artiste, il n'existe qu'à partir du moment où on en parle. Et donc d'avoir déjà pu expérimenter soi-même et puis ensuite le transmettre. Voilà, la transmission, ça fait partie d'un enjeu majeur. Et puis travailler sur réenchanter les technologies en parlant des imaginaires. Ça, c'est quelque chose, ne pas rester centré sur l'outil, comme on l'a dit tout au long de cette rencontre, mais c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc revenir peut-être à la cyberculture, aux pionniers, au steampunk, enfin en passant, vous voyez, on peut aborder les grands auteurs aussi à travers tous ces sujets. Et puis la question de les arts traditionnels et comment on leur donne une extension, une dimension. On travaillait par exemple la broderie, les arts des anciens, mais remis avec une brodeuse numérique, comment ça s'opère, tout ça. Voilà. Oui, alors je dirais aussi finalement comment on se prépare à l'avenir aussi avec tous les enjeux dont on parle et qui sont aussi inquiétants qu'enthousiasmants, j'ai envie de dire. Comment aborder la question du métaverse, par exemple, dans une bibliothèque. Comment aborder aussi la question des usages sociaux chez les jeunes publics. Voilà, donc ce sont des enjeux comme ça auxquels il faut qu'on se prépare, qu'on se documente. Et puis, s'il faut rester dans la production de ressources internes, comment est-ce qu'on intègre ça dans, on va dire, nos savoir-faire. Donc, je tenais à remercier nos intervenants, la bibliothèque du Fonds, avec Caroline Bretillo, et vous-même d'avoir consacré du temps à cette rencontre, organisée autour du livre Valoriser et diffuser les arts numériques en bibliothèque, pratiques et enjeux, paru en avril 2021 aux presses de l'ENSI dans la collection Boîte à outils. Merci beaucoup. Merci.